Le sujet, c'est s'exprimer. Ouais, vaste sujet. Ouais. Ça te dit quoi, s'exprimer pour toi? S'exprimer, bah déjà il y a S apostrophe, donc ça doit parler de soi. Donc c'est être capable de parler de soi. Je pense, donc c'est tellement immense. Ça demande à savoir un peu qui tu es pour exprimer qui tu es. Et puis ça peut se faire de tellement de façons. S'exprimer, on aurait tendance à penser prendre la parole, mais c'est prendre sa place, c'est oser exister, c'est tellement de choses. Euh, Est-ce que toi, t'arrives à t'exprimer? je crois que oui. Je crois que oui. Est-ce que j'arrive toujours à m'exprimer? Est-ce que j'arrive à exprimer toutes les parties de moi comme tout le monde pas tout le temps. J'essaye, j'y travaille. J'essaye de me connaître pour justement pour pouvoir exprimer S apostrophe. Est-ce que t'as toujours su t'exprimer? Est-ce que j'ai toujours su m'exprimer? En quelque sorte, oui. Maintenant, est-ce que je l'ai toujours fait d'une façon dont je suis en accord aujourd'hui? Non, puisque je me suis exprimée avec la violence longtemps. Ouais, dans un sens, je savais m'exprimer. Sauf que j'exprimais que avec le corps, que avec les cris, les coups. Donc c'était extrêmement limité. Extrêmement limité, et ça n'exprimait qu'une partie de moi. Donc je n'ai pas du tout le sentiment qu'à cette époque-là, je savais m'exprimer, mais en tout cas, je ne le gardais pas pour moi. Hein. Je n'étais pas du genre à souffrir toute seule dans mon coin, quoi. J'étais plutôt du genre à laisser ça s'extérioriser plus que s'exprimer, en fait. Ouais, non, je ne savais pas m'exprimer, mais j'extériorisais. Des cris. Donc non, je crois que j'ai pas toujours su m'exprimer. Ça doit être pour ça que j'avais vraiment à cœur de trouver les mots pour dire les choses. Moi, ça a été les mots, le corps. À quel moment t'as compris que le mot allait plus exprimer que le corps? Ou que la violence, en tout cas. Bah, je crois que la première fois où je me suis sentie vraiment obligée de ne pas m'exprimer avec le corps, c'est quand j'étais enceinte. J'avais l'habitude d'un langage de regard, de jeu de regard, de jeu de défi. Et au moment où j'allais pour répondre à ça par une bagarre, parce que j'étais bagarreuse, j'ai dit, eh ben non, tu peux pas, t'as un bébé dans le ventre. Et là, là j'ai eu à cœur de dire autrement, et puis surtout quand mes enfants sont nés. J'ai eu à cœur de leur parler, j'ai eu à cœur de leur dire tout ce que j'avais à leur transmettre, à leur dire mon amour, à leur dire les limites, à leur dire... je crois que c'est ce qui m'a... d'être maman. Ouais, je crois que ça a été vraiment un grand pas pour moi. Parce que jusqu'à avant, j'avais... chez moi, j'étais très famille. Hein. J'ai élevé mes frères et sœurs, je me suis beaucoup occupée de mes parents, mais c'était dans les coups, on ne me demandait pas du tout de me parler. Enfin, on ne voulait surtout pas que je m'exprime même. Donc vraiment s'exprimer dans une famille, ça a été avec mes enfants. Mais comment tu faisais pour t'exprimer alors dans ta famille? Avant d'avoir les enfants? Ah, je m'exprimais pas. J'étais au service d'eux, ça suffisait en fait. J'étais très au service dans ma famille. Alors j'étais pourtant une grande gueule. Mais moi, ce que j'étais, je l'exprimais absolument pas. Je n'exprimais qu'une partie de moi. C'était la partie grande sœur, fille aînée serviable. J'exprimais un rôle, quoi. Ok. Comment... Ça veut dire que là, c'est tes enfants qui t'ont donné la parole? Ah oui. Ah mais mes enfants m'ont mis au monde. Enfin, tout. Ah oui, c'est elles qui m'ont tout donné. La parole, l'envie de savoir qui je suis, l'envie d'être moi, l'envie d'exprimer les choses, l'envie de devenir quelqu'un de bien et non plus quelqu'un de gentil. Tout. Oh oui, moi c'est mes filles qui m'ont tout donné. Clairement oui. Okay. Pourquoi tu as travaillé dans les prisons? Pourquoi j'ai travaillé dans les prisons? Ça a été une opportunité. Ça faisait longtemps que je voulais travailler chez les femmes de toute façon. Pour moi, le sujet de la femme dans notre société, c'est un sujet qui est toujours pas réglé. Et la femme en prison, c'est vraiment un des statuts les plus difficiles pour la femme. En prison, il y aura toujours une mère, une sœur, une petite copine, tout le monde. Enfin, il y aura toujours quelqu'un. La femme en prison, c'est un tabou.
Donc déjà, rien que voilà pour le sujet sociétal que c'est, la femme en prison, c'est un sujet qui me parlait. Et j'ai eu l'opportunité, parce que comme j'ai repris mes études à un moment donné, j'ai tissé des liens avec mes enseignants à l'université de Paris 7 et voilà, vu ma personnalité, vu ce que je faisais, vu ce que je connaissais, ils ont eu envie de me proposer cet atelier qui devait être sur une fois ou deux et en fait ça a duré 2 ans. T'avais quel âge? C'est récent, j'avais passé la cinquantaine là. J'avais appris à parler. Je savais, enfin voilà, Je savais. t'avais l'expression. Et c'était là c'était vraiment que le langage non verbal, ça c'est ce qui était extraordinaire aussi. Tu peux développer ce que tu faisais? Pardon? Tu peux développer ce que tu faisais là-bas? Alors, c'était des ateliers de 3 heures. L'idée, c'était de se rencontrer avec un groupe de femmes qui étaient différents à chaque fois. Et de faire connaissance, de prendre le temps de créer un espèce de langage commun sur lequel on se mettait d'accord de façon informelle. Et puis, à la fin, chacune prenait une photo dans un photolangage et elle racontait avec cette photo une histoire dans sa langue d'origine. Et juste avec son corps. Okay. Donc ça c'était la finalité, mais il se passait plein de choses. J'utilisais beaucoup la musique, la danse. Alors c'est pas évident parce qu'en prison tu peux pas amener beaucoup de matériel, mais j'avais pu obtenir de ramener des foulards et donc avec des foulards de couleur on arrivait à faire plein de choses, avec le matériel de musique aussi. Et il y a même des fois où on n'a pas vraiment raconté d'histoire, on faisait que danser ou chanter ou... Ça se terminait comme si on faisait un mariage à la fin, je sais pas comment expliquer, ça se faisait tout seul, c'est un peu difficile à traduire. Mais l'objectif était quand même que chacun raconte à la fin de l'atelier une histoire en non-verbal. Voilà. Ok, merci. Sophia, toi qui accompagnais les femmes dans les prisons, quel est le sentiment qu'elles avaient le plus de mal à exprimer? Le sentiment qu'elles avaient le plus de mal. Alors... à exprimer, je sais pas, parce que elles osaient vraiment exprimer des choses à la fin de l'atelier. Mais le plus de mal à accepter, c'est au début de l'atelier, je prenais toujours un petit temps pour se distribuer une balle, pour entendre tous les prénoms. Et même celles qui ne comprenaient pas ce que je dis, l'idée c'était de se donner la balle en disant à chacune « tu es une merveille ». Parce que c'est un lieu où les femmes oublient qu'elles sont aussi une merveille. Parce que c'est pas ça qui les a amenées là, alors qu'elles le sont quand même. Et alors je peux pas dire ce qu'elles avaient le plus de mal à exprimer, mais je peux dire ce qu'elles avaient le plus de mal à entendre, c'était ça. Et même celles qui comprenaient absolument pas ce que je disais. Parce que je le disais avec sincérité, je le pensais vraiment. Je m'adressais à la merveille qu'il y a en elles, et ça, elles avaient du mal à l'entendre et à l'accepter. Je l'ai vu oser exprimer plein de trucs, j'ai vu des femmes qui ont osé exprimer des accouchements, j'ai vu des femmes qui ont osé exprimer la séparation avec leurs enfants, j'ai vu des femmes, une qui nous a fait une descente en ski, on y était. Je crois qu'à la fin de l'atelier, elles exprimaient tout. Mais dans l'acceptation de l'accueil, il y avait des freins, ouais, plus dans l'accueil que dans l'expression. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Elles arrivaient à tout exprimer? Pour toi, on peut tout exprimer? Ah non, je dis tout exprimer. En tout cas, elles arrivaient plus à s'exprimer qu'à accepter qu'on s'exprime vers elles en fait. Je dirais que le mouvement d'extériorisation était plus facile que le mouvement d'acceptation. C'est surtout ça, moi, qui m'a marqué. C'est surtout ça qui m'a frappé, c'est que elles avaient beaucoup de mal à recevoir. Ma question de base, c'est pourquoi on ne dit pas les choses? Ah, pourquoi on ne dit pas les choses? Pourquoi on ne dit pas les choses? Je dirais que c'est pas en prison que j'ai vu le plus ce sujet-là. Alors là, pour le coup, c'est peut-être pour ça que je trouvais pas de réponse. Parce qu'en prison, comme moi, je venais pour 3 heures d'atelier d'expression, et que c'était enfin un lieu où elle pouvait s'exprimer, et elle sentait la liberté de le faire, la bienveillance pour l'entendre, ça se passait bien. Et du coup, là, c'était, en tout cas, c'est un espace d'expression pour elle, et c'est pas là où j'ai senti de la difficulté. Pourquoi on ne dit pas les choses? C'est plus dans la société de tous les jours que je le rencontre. Ça, c'est plus en entreprise, c'est plus dans ces milieux-là. Et non, c'est pas en prison que j'ai le plus rencontré, loin de là. Pourquoi on ne dit pas les choses? Toujours les mêmes raisons, souvent. Hein. Peur du jugement, peur d'être rejeté, peur de ne pas être compris. C'est souvent des peurs qui nous empêchent de nous exprimer.
à la finale, mais bien avant, c'est souvent le fait que je suis pas certaine que chacun soit vraiment dans ce genre de questionnement. Qu'est-ce que j'ai à exprimer? Est-ce que j'ai vraiment des choses à exprimer? Les conversations bateau, ça suffit à beaucoup, beaucoup d'êtres humains. On appelle ça les conversations passe-temps. Est-ce que chacun a à cœur de s'exprimer? Viscéralement, oui. Enfin, je ne suis pas certaine que ce soit si conscient que ça. Je sais que c'est à l'origine de tout être humain d'avoir besoin de s'exprimer. Nous sommes là pour ça. Nous sommes nés et fabriqués pour ça. Mais je ne sais pas si c'est encore bien clair aujourd'hui, à la période de l'humanité où nous sommes, si c'est encore bien clair ce besoin-là. De s'exprimer? Ouais. Ok. Mais est-ce que, donc, tôt ou tard, la vraie chose qui est en nous, tôt ou tard, est-ce qu'elle s'exprime? Même si on ne veut pas dire les choses, même si on reste sur les conversations bateau, est-ce que tôt ou tard, les vraies choses s'expriment? Ah, mais il n'y a que ça qui s'exprime. Ah, il n'y a que ça qui s'exprime. Tu peux te cacher derrière n'importe quelle conversation. Tu ne peux exprimer que ton être, que ton âme. Tu peux rien exprimer d'autre. Oui, bien sûr. Ça ne suffit pas, hein, les conversations bateau, pour ne pas s'exprimer. Ne pas parler, d'ailleurs, ça suffit même pas pour ne pas s'exprimer. Oui, tôt ou tard, elle s'exprime. C'est certain. Parce que déjà, notre communication, c'est que de l'inconscient. Et que du coup, les choses sont. C'est marrant que tu utilises le mot s'exprimer, parce qu'elles sont, qu'elles s'expriment ou pas, elles sont. Elles sont les choses. Ce que nous sommes est. Donc que je le cache pas, que je le dise. Que je mente. Comment? Que je mente. Ça ne changera rien. Comment t'expliquer? Si je me teins là en rousse, tu verras une rousse, mais ça ne changera pas que quand ça pousse, je ne suis pas rousse, c'est pas moi. Donc derrière ça, il y aura toujours la personne. Donc oui, tôt ou tard, ou d'une façon ou d'une autre, plus exactement, oui. Ce que nous sommes, ce sera perceptible pour celui qui veut bien regarder. Ok, mais justement, puisque j'avais parlé de ton cas, je me suis dit, à mes yeux, dans ton cas, on peut parler d'un oiseau qui a longtemps été enfermé dans une cage. Et si oui, si t'es d'accord avec ça, qu'est-ce que cette cage, elle enfermait? Qu'est-ce qu'elle l'empêchait d'exprimer, cette cage? De toi? Je dirais qu'en tout cas, pendant très longtemps, je n'ai accepté d'exprimer qu'une partie de moi. C'était quand même moi. Ce côté sereiné, fille serviable, mère dévouée, c'est moi, j'aime m'occuper des autres, je le fais très bien, etc. Mais ce qui n'était pas moi, c'était... ce qui était enfermé, c'est toute une partie plus complexe, plus subtile, peut-être plus... J'osais pas des tas de choses de moi, j'osais pas... Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce que la cage, elle enfermait? J'ai pas... Alors c'est marrant cette image de cage. J'ai plus l'impression d'un oiseau qui aurait bougé qu'une plume. Tu vois? T'exprimais, ouais, un sur... Oui. Un oiseau qui bougeait qu'une plume et qui avait osé en bouger 2, 3, 4 et puis s'est rendu compte qu'il avait une aile. Et puis après pareil en fait. J'ai plus cette impression là. Que c'est des choses de moi qui sont apparues au fil que je les ai acceptées, que je les ai assumées, que j'ai osé, parce que j'ai aussi rencontré plein de choses en moi. Enfin, je sais pas comment... T'as rencontré quoi? Qu'est-ce qui... Bah justement, même c'est ça un petit peu la clé de ce qui fait que t'as pu ouvrir tes ailes, entre guillemets. T'as rencontré quoi pour ouvrir ses ailes? La vie. Il faut développer la vie. Je sais, mais c'est juste... Non mais attends, parce que ça c'est des sujets sur lesquels... Prends ton temps. C'est surtout les épreuves de la vie, moi, qui m'ont permis de grandir. C'est les ressources que j'ai eues pour les surmonter, les personnes que j'ai rencontrées pour les surmonter, les personnes qui n'ont... Enfin, oui, c'est les épreuves de la vie, en tout cas, moi, qui m'ont beaucoup permis de me développer, de devenir
d'oser des choses, de dépasser des choses. Alors quelles choses des tabous sur la famille, sur en tant que sœur aînée ce que j'avais le droit de faire dans la famille, ce que j'avais pas le droit de faire, qui j'avais le droit de fréquenter, qui j'avais pas le droit de fréquenter. Enfin, je viens quand même d'une famille où c'est un clan, quoi. C'était clanesque, hein. Et dans le clan, moi j'étais le fils aîné. Pour être une fille, j'étais le fils aîné, c'était comme ça. Et je me devais de tenir le clan à bout de bras. Donc je ne pouvais exprimer que ça de moi. À chaque fois que je vivais des choses trop pour moi, trop personnelles, trop dans ma quête spirituelle, trop dans ma quête... ça allait pas, quoi. Le clan venait me chercher, on disait, ah, ouf, quoi, tu joues là, tu pars en vrille, tu retournes dans ton rôle, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est des petites plumes que j'ai osées jusqu'au jour où j'ai dit au clan, écoutez, vous allez vous débrouiller sans moi, parce que là j'ai 40 ans, c'est à 40 ans vraiment que j'ai dit ça va. Si j'ai 40 ans, ça veut dire que le clan a largement l'âge de se débrouiller tout seul. Donc en fait cette histoire, elle est... j'ai pas l'impression d'être née dans une cage, j'ai l'impression que je suis née dans un clan où j'avais le droit de bouger qu'une plume. Celle qui servait au clan. Les autres plumes, j'avais pas le droit. Ok. Voilà, si je dois... Ok. Et les autres plumes, elles révélaient quoi? C'est curieux. Il y avait une femme très libre, qui a même été plus que libre, qui a été libertine à un moment donné, parce que je devais savoir qui j'étais. Ça c'est pareil, c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Je m'étais sagement mariée, comme le clan disait, c'est-à-dire bien sage. Donc je ne connaissais rien de moi, je ne savais pas la femme que j'étais, je ne savais pas les lectures que j'aimais, j'avais lu ce qu'on m'avait donné à lire à l'école, je ne savais rien en fait. J'avais été une petite fille sage qui avait fait tout ce qu'on lui avait dit et j'apprenais à savoir ce que j'aime lire. Donc j'ai toujours été très, très intéressée par la philo, par la psycho, mais ça paraissait très intello, donc c'était pas forcément... J'étais intéressée par la politique aussi, ce qui n'était pas du tout bien dans le clan. On ne s'intéressait pas à la politique. Enfin, donc non, je crois que je m'intéresse au social, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux autres, mais pas les autres du clan. Et ça, j'ai mis longtemps avant de l'assumer. J'ai mis longtemps avant de l'assumer, donc ça m'a demandé vraiment des étapes très très fortes, des fois où j'ai dû apprendre à dire non. Je crois que j'ai vraiment existé à partir du jour où j'ai commencé à dire non. Est-ce que l'art, ça t'a permis de t'exprimer? Oui. Oui. Ah oui, oui. Ah bah, sans l'art, je ne sais pas m'exprimer. Avec les mots, je ne sais pas m'exprimer. Les mots, je les trouve toujours, je dis souvent trop petits, trop grands, ou pas assez petits, ou pas assez grands, ou je les connais pas. Peut-être qu'ils existent ou je les connais pas. Non, les mots, c'est beaucoup trop petit pour s'exprimer. Moi, pour s'exprimer, j'ai besoin de l'art, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de dessins, j'ai besoin de contes, j'ai besoin de mimes. Moi, je trouve extraordinaire de pouvoir s'exprimer avec la danse, avec le dessin, avec autre chose que les mots. D'ailleurs, j'anime des cercles de parole, et dans les cercles de parole, c'est un temps d'expression, un temps de connexion aux autres, et après, le temps de cercle est terminé, et le dernier temps, c'est justement un temps d'activité qui ne va pas être avec les mots, et moi, c'est mon temps préféré. Le moment où on lâche, enfin, les mots sont lâchés, et on peut s'exprimer juste avec un mime, avec une grimace, avec une couleur, avec... Ouais. Est-ce que tu aurais un outil préféré dans l'expression qui n'est non verbale? Genre un truc où... Alors je sais pas si c'est du vrai non-verbal, mais le conte, oui, j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup les symboliques. Tu peux développer qu'est-ce que c'est pour toi? Et pourquoi c'est ton préféré en fait? Pour moi, le conte, c'est vraiment une façon de se connaître, de comprendre qui nous sommes, ce que sont les humains, qu'est-ce qu'on vient faire là et qu'est-ce que nous pourrions vivre ensemble. Et pour le coup, je sais que par exemple dans mon travail, j'utilise beaucoup les contes pour symboliser quand tu n'as plus les mots, quand tu ne sais plus comment dire les choses, et de mettre une petite histoire pour raconter. Tout d'un seul coup, c'est quelque chose qui aurait pu être complexe à comprendre devient très simple à comprendre. C'est simple, ça simplifie, ça permet de... comme la danse, enfin c'est pas simple, il faut l'apprendre, mais ou comme le dessin, tu dessines et voilà, tout le monde, on sait tout de suite ce que c'est, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 mots, tu dessines un oiseau et tu n'as pas besoin de donner des noms latins, ou tu regardes le dessin, tu as compris que c'était un oiseau. Avec le conte, ça nous apporte, enfin moi ça m'apporte ça. J'utilise énormément les images et les symboliques pour m'exprimer, parce que les mots en
tant que mot, c'est pas ce avec quoi je suis le plus douée, on va dire, le plus à l'aise. T'es pas mal, hein. T'es pas mal. En tout cas, et même dans mon métier, hein, j'accompagne des gens et je reviens toujours à des symboliques, je reviens toujours à de la symbolique, à des exemples concrets qui sont des petites histoires. Mais pourquoi on fait tout ça? Genre, qu'est-ce qu'on cherche à exprimer? Qu'est-ce qu'on veut exprimer, au fond, en vrai de vrai? Tout ça, pourquoi? On veut exprimer quoi? Nous tous, ou toi? Nous tous, tiens. Nous tous, puisqu'on est une... Nous tous, on est une espèce grégaire, enfin qu'on le veuille ou pas, on est des animaux de meute, on a besoin de vivre en meute. Tout est construit, tout dans notre corps est construit pour ça. Hein. Le fameux sentiment d'abandon, c'est avant tout des réactions physiques, chimiques du corps, parce que l'humain a besoin de vivre en groupe pour sa survie. La fameuse, très à la mode, câlinothérapie, on se fait tous des câlins, juste parce que derrière, dans le dos, on a des capteurs qui ne donnent de l'ocytocine, oui, il me semble que c'est l'ocytocine, que si c'est touché par quelqu'un d'autre. Donc tout, on est fabriqué pour interagir en fait. S'exprimer, c'est un des moyens d'interagir. Nous avons tous besoin, quelque part, d'exprimer notre individualité et l'importance de notre individualité dans ce groupe. En gros, c'est gardez-moi, je vais servir au groupe, quoi. Voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. C'était plus que ça dans les anciennes sociétés. Enfin, t'étais né, t'étais doué de tes mains pour faire des savates, t'étais savetier et tu t'exprimais avec ça et on se posait plus de questions sur ton utilité. T'étais boulanger, t'étais tisserand, t'étais forgeron. Enfin, dans les sociétés modernes, c'est plus, ça passe encore plus par l'expression. C'est pour ça qu'on filme, c'est pour ça qu'on poste, c'est pour ça que c'est notre façon à nous de trouver notre place dans cette meute. Dans cette meute. Ok. Dans cet univers. L'univers, il a quoi à nous dire? L'univers, il a quoi à nous dire? L'univers, lui, il essaye de continuer à rester en harmonie. Et la seule chose qu'il a à nous dire, c'est nous inviter à y participer, je crois. Nous inviter à quelque chose qui est harmonieux, en tout cas qui a un cycle de vie simple. Le jour se lève, se couche. Enfin, ça paraît si simple pour l'univers d'être dans l'harmonie. Et je crois que il nous dit bienvenue, il nous dit bienvenue et viens participer à ça. Ok. Mais pourquoi nous, les humains, entre nous, on s'entend pas? Parce qu'on s'entend pas, parce qu'on s'écoute pas. On s'écoute pas soi-même, on n'écoute plus les autres. S'entendre, ça demande de s'écouter, de s'accepter. Donc déjà, si j'arrive à m'écouter moi, si j'arrive à m'accepter moi, je vais plus avoir de facilité à écouter l'autre et accepter l'autre, et puis après à l'entendre. Pourquoi on ne s'entend pas? Parce que je pense que ce qu'est la communication est complètement faussée. Communiquer, normalement, enfin aujourd'hui, si tu sais communiquer, c'est que tu vas t'entendre avec tout le monde. Non, on n'est pas des clones, quoi. Communiquer, c'est de partir de deux endroits différents pour essayer de voir s'il y aurait un commun entre nous ou pas, ou peut-être pas. Et alors, pas la peine de se taper dessus pour autant. Enfin, je pense qu'on ne s'écoute pas et qu'on attend de l'autre qu'il soit notre, je sais pas, notre miroir, notre clone ou quelque chose qui... On n'est pas... Enfin, je pense que nous ne sommes pas suffisamment éduqués à la curiosité de la différence, qui est le seul intérêt de la communication, je crois, pour moi. Le seul intérêt de communiquer avec quelqu'un, c'est que ce soit pas ton clone. Sinon, tu te mets devant un miroir et puis tu parles tout seul, comme je sais pas, ça peut le faire aussi. Et même là, je suis pas sûre que tu t'entendes avec toi, mais en tout cas, t'as un peu plus de chance. Je sais pas si on s'entend pas, j'ai l'impression qu'on s'écoute pas, mais qu'on s'écoute pas soi-même, et que surtout nous n'avons pas compris le sens vraiment de ce qu'est communiquer. Communiquer, c'est être d'accord déjà dès le départ que l'autre est autre et tout autre. C'est-à-dire tout ce qui est vrai pour toi ne l'est pas pour lui. Et que peut-être il y aura des choses en commun. C'est pas forcément ce qu'il y aura de plus riche pour toi, des choses en commun, mais peut-être qu'il y en aura, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Et c'est pas pour ça qu'on ne devrait pas s'entendre. Donc, pourquoi on ne s'entend pas? Je pense qu'au départ, il y a des attentes qui sont pas réalistes. T'as dit un truc fort. T'as dit que on entend, enfin on s'entend, on est là pour nos différences,
Mais justement, à la base, et après j'ai fait un lien directement dans ma tête, s'exprimer, avant de s'exprimer, il faut déjà s'écouter. C'est toi-même qui l'as dit. Tu vois, des fois on ne s'écoute pas, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer. Mais est-ce que dans nous-mêmes, des fois on n'entend pas la différence qui fait partie de nous-mêmes, tu vois? Avant de l'entendre chez l'autre, évidemment. Est-ce qu'on l'entend pas? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a déjà un refus d'entendre la différence qui fait partie de nous? Ah, complètement. Bah, de toute façon, ce que tu rejettes chez l'autre, c'est ce que tu rejettes chez toi. Hein. C'est très bien comme ça, c'est pas toi, c'est l'autre. Alors là, tu abordes quelque chose qui m'intéresse vraiment, qui est vraiment au cœur de ce qui me passionne. On y va. C'est ce que j'appelle notre cercle de parole interne. Hein. À l'intérieur de nous, il y a plein de personnes différentes. Il y a une Sophia comme ça, qui aime bien parler, qui est posée. Puis il y en a une autre, si tu l'énerves plus de 5 minutes, elle va te rentrer dedans. Et puis tu en as une autre qui comprend pas les mots. Et puis il y a plein de personnes en nous. Et parfois, ça nous demande vraiment justement de se mettre à l'écoute de toutes ces parties de nous. Et d'en rejeter aucune. Tant que je rejetterai une partie de moi-même, je vais la rejeter quand je vais la voir chez quelqu'un d'autre. Donc oui, ça demande à s'entendre, à se comprendre, à s'accepter, dans son meilleur comme dans son pire. Et aussi, donc ça demande vraiment à faire grandir la femme de sagesse ou l'homme de sagesse. C'est pas une question d'âge, hein, sagesse, c'est vraiment... parce qu'il n'y a que la femme de sagesse qui peut aimer toutes les parties de moi. Parce qu'il y a des parties de moi... Si je pouvais ne pas les entendre ou même pas savoir qu'elles existent, ça m'irait mieux. Sauf qu'elles sont là, elles ont leur raison d'être, elles m'ont permis de tenir debout à un moment donné, elles m'ont permis de franchir une étape, elles m'ont permis d'éviter quelque chose, je sais pas. Elles ont forcément leur raison d'être là, donc... si on parle des années, par exemple, moi c'est vraiment ce que les années m'auront apporté, c'est d'arriver à m'entendre avec toutes les parties de moi. Y compris le dragon, c'est pas celui que je préfère, mais il y a vraiment un dragon en moi qui crache des flammes et qui fait des dégâts. Mais c'est parce que j'ai appris à l'aimer que je peux aujourd'hui lui dire gentiment, allez, passe le bâton de parole, s'il te plaît. Laisse parler celle qui peut dire autrement qu'en crachant des flammes. Parce que je sais aujourd'hui pourquoi il veut cracher des flammes, et je suis d'accord avec les raisons pour lesquelles il veut cracher des flammes. Mais je veux juste résoudre les choses autrement. Cette fameuse non-violence là qui est très à la mode et qui est en fait de la violence à notre propre colère. Enfin... De la violence à notre propre colère. Oh oui. On est dans un monde très... voilà, il faut être non-violent. Correct. Voilà. Faut être bienveillant. Surtout moi j'appartiens à un milieu comme ça, on est très, très non-violent, très bienveillant. Et du coup, si tu ressens de la colère, tu lui fais fermer sa gueule. Au secours, quelle violence. Donc si tu ressens de la colère, ça ne veut pas dire que le dragon a le droit de se cracher des flammes. Mais ça veut dire que toi, tu vas savoir gérer autrement. C'est pas faire taire la colère. Donc ça prend du temps. Et ça, c'est aussi un manque d'éducation. Parce que tout à la base vient de l'éducation. Donc quand tu dis qu'est-ce que j'ai trouvé quand j'ai grandi, c'est la question que tu me posais tout à l'heure. Quelles sont les plumes que j'ai trouvées? Je me suis éduquée surtout. Avant tout, je me suis éduquée. Éducarée, c'est-à-dire c'est vraiment... J'ai été mon propre instituteur, je suis devenue mon propre tuteur, j'ai dû grandir. Et j'ai appris à faire la différence entre la colère et la violence. Mes colères, elles étaient plus que légitimes. Ma violence ne l'était pas. Il y a sûrement d'autres moyens d'exprimer les choses. Donc je suis toujours une femme en colère sur certains sujets. Je ne suis plus jamais une femme violente. Enfin, j'essaye. Donc oui, il y a des colères saines, il y a des colères qui restent à poser, surtout dans le monde où nous sommes. Je continue, surtout en tant que femme, à avoir des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je les exprime différemment aujourd'hui. Voilà, donc je me suis peut-être éloignée un peu de ta question de départ, mais donc voilà, j'ai vraiment appris à dialoguer avec toutes les parties de moi-même, et j'ai surtout appris à les aimer et à les remercier. Et donc même la Sophia ado qui se bagarrait, ouais, je la remercie. C'est grâce à elle que je suis encore là, donc elle a fait ce qu'elle pouvait. Donc ok. T'as parlé de la colère beaucoup, du dragon et tout. Ah oui, chez moi c'est un sujet, j'ai été colérique, coléreuse, bagarreuse. Oui, c'était... j'ai grandi dans un milieu où il y avait de la violence. Et pour moi c'était un langage. La violence. Alors au fond de moi non, parce que j'ai toujours été à faire traverser les mamies dans la rue, à leur porter les sacs et tout, donc je savais bien que je n'étais pas que ça, mais j'excluais pas de mettre un coup de boule si tu m'embêtais plus de 5 minutes, quoi. Il y a quoi derrière la violence? Il y a quoi derrière la colère?
C'est quoi Ah, derrière la colère? Ah, la colère. Alors là, la colère, elle est toujours sous-tendue. La colère, tu veux dire que c'est un mouvement très très fort. Donc c'est sous-tendu, la colère. Avant une colère, il y a souvent eu une tristesse ou une peur, ou les deux. Elle vient pas comme ça, la colère. Tu as eu peur de quelque chose, tu n'as pas osé quelque chose, donc du coup, tu passes dans la colère. Ou tu es triste, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dépasser, et du coup, ça te fout en colère, quoi. Mais donc la colère, elle est sous-tendue, elle vient pas comme ça. C'est un moyen d'exister, la colère. C'est un moyen d'exister. C'est un moyen d'être entendu. C'est un moyen d'obtenir ce que tu veux. Ça ouvre pas mal de portes, la colère. Quoique non, là, en fait, je ne sais pas, on va dire ça de cette émotion, ce qu'elle est magnifique, l'émotion colère. La colère, quand elle s'exprime par la violence, pardon. Parce que la colère, elle peut s'exprimer par autre chose et être très constructive. Mais toi, c'était quoi? C'était de la tristesse, de la peur? Alors, c'était les deux. Ah, c'était les deux, sûr. C'était beaucoup de tristesse. Beaucoup, vraiment. Et de la peur, oui. Tristesse de quoi? Consciemment, je ne savais pas, ça c'est sûr. Enfin, consciemment, si, j'aurais pu dire de voir ma maman malheureuse. Je crois que profondément, c'était plus que ça. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire connectée avec tout. Avec tout, avec tous, avec... En fait, je savais que ce que je vivais, je sais pas comment, une espèce de préconscience que ce que je vivais, il y en a plein d'autres qui le vivaient. Et que c'était la condition de beaucoup d'humains. Et j'étais très triste de ça. Très triste de... Ouais, de la souffrance. Ouais, de la souffrance des femmes, de la souffrance des enfants, puis même des hommes qui infligent ça. Enfin, ouais, je crois que j'ai, je sais pas, une espèce d'empathie que j'ai toujours eue assez forte, qui me rendait triste. C'est quoi la tristesse pour toi? Quand tu la vis vraiment, quand tu oses la vivre, c'est le moment où tu lâches les armes et que tu acceptes. T'acceptes que ouais, la tristesse pour moi elle est liée à des pertes, à des deuils, à des moments où tu comprends qu'il va falloir accepter quelque chose qui t'était... Ouais, c'est une espèce de lâcher pris, tu lâches et tu pleures ta perte, quoi. Il y avait un rêve d'un monde meilleur, d'un rêve d'un monde juste, un rêve d'une enfance heureuse, le rêve de, je sais pas, d'un chéri que tu avais trouvé que c'était le meilleur du monde et que c'est avec lui que tu allais être heureuse et qu'il allait transformer ta vie. Et quand tu acceptes que ce rêve t'échappe ou que ça rend triste, moi ça rend triste. C'est l'acceptation d'une perte, je dirais. Et c'est pour ça que si je veux pas l'accepter, je peux aussi me mettre en colère. Parce que c'est injuste et dans ce cas-là, je repasse à la colère. Avec la tristesse, t'as su faire de belles choses? Dans les moments où je suis triste, non. Non, moi dans les moments où je suis triste, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'adore être triste. Aussi. J'adore être triste, que je me rends compte que je tiens le bon bout, quoi. Je suis là, c'est pas possible. Je sais que je vais faire ça et qu'après je vais relever mes manches et je vais repartir et je suis un phénix, quoi. Maintenant je le sais. Donc quand je suis triste, aujourd'hui je me l'autorise vraiment. C'est les larmes, ça nettoie, ça... C'est la vie, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a de la beauté dans la tristesse? C'est une forme de beauté. Est-ce qu'il y a de la beauté? En tout cas, il y a quelque chose de vrai, en tout cas. Et quand c'est vrai, pour moi, c'est beau. Mais il y a quelque chose de vrai à oser vivre ces tristesses, surtout dans une société où on est tous... on se fait des selfies quand on est beau, bronzé, bien coiffé. Et peu quand on pleure, on ressemble à rien. Donc il y a de la vérité dans la tristesse. Et pour moi, la vérité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc une forme de beauté, on va dire, ouais.